Bonjour à tous, j'espère que je vais réussir à vous garder tous éveillés. La journée a été longue, hein. Une journée qui commence aussitôt, c'est pas commun, donc merci d'être encore là à cette heure-là. Je vais vous parler de Istio Ambient Mesh. Je vais rappeler rapidement ce qu'est Istio au début, hein, vous inquiétez pas si vous savez pas ce que c'est, vous devriez pas être trop perdu. Du coup, je m'appelle Denis Janot, je suis directeur de l'équipe qu'on appelle Field Engineering chez Solo.io. Si vous ne connaissez pas Solo.io, peut-être vous connaissez Glue. Hein, beaucoup de gens connaissent plus nos produits que le nom de la société, hein, comme souvent. Et du coup, je suis dans la boîte depuis 2 ans et demi à peu près. Et on est en pleine croissance et on fait pas mal de choses sur tout ce qui est service mesh, API Gateway et ainsi de suite. J'en parlerai très, très rapidement à la fin, mais vraiment mon talk est focus sur la partie Istio Open Source et la nouvelle évolution Ambient Mesh. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Istio, hein, c'est un projet très populaire qui a commencé il y a maintenant 5-6 ans, qui a été adopté par de nombreux clients qui est déjà considéré, on va dire, un peu comme le standard du service mesh, et qui s'accélère encore un peu plus, je dirais, avec la donation qui a été faite à la CNCF du projet Istio récemment, et aussi cette nouvelle évolution Ambient Mesh que je vais décrire dans ce talk. Je vais faire quelques slides au début pour donner un peu le contexte, mais c'est vraiment allez, peut-être 10 minutes, un quart d'heure de slides et 30 minutes de démo. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir un maximum de choses en live. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Istio, la façon dont ça fonctionne, donc c'est un service mesh. Vous avez cette notion de control plane d'un côté et de data plane de l'autre. Donc, le control plane qui s'appelle Istio D dans Istio, il va être responsable de découvrir tous les services qui tournent dans le cluster Kubernetes et toutes les policies. Donc, c'est des policies qui sont décrites via des CRD Kubernetes et va utiliser toute cette information pour configurer le data plane. Et le data plane sur Istio, c'est composé d'Envoy et c'est un proxy Envoy. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Envoy, hein, pareil, c'est un proxy nouvelle génération, on va dire. Dans les proxys un peu plus anciens, vous avez peut-être beaucoup d'entre vous, peut-être certains sont trop jeunes, mais les autres ont dû connaître tous les proxys où vous avez un fichier de configuration et vous faites la commande en ligne du proxy, -f le fichier pour savoir comment vous voulez configurer votre proxy. Alors, un proxy comme Envoy nouvelle génération, c'est vraiment un proxy qui est créé pour être configuré dynamiquement et pour du coup obtenir sa configuration d'un control plane et non d'un fichier local. Et du coup, la façon dont ça fonctionne dans Istio, Envoy obtient sa configuration du control plane, donc de Istio D, et Envoy tourne dans chaque pod. Donc ça, c'est assez important. Chaque fois que vous démarrez un container et que vous avez Istio, si vous avez un label spécifique au niveau de votre namespace ou de votre déploiement, automatiquement, le deuxième container, qui est ce qu'on appelle un sidecar, va être lancé, et donc Envoy va tourner dans tous ces pods. Et donc quand le service A va communiquer avec le service B, en fait, la communication va être interceptée par le proxy Envoy qui est dans le pod source, et va ensuite, la requête va aller jusqu'à l'Envoy proxy du service B, qui va ensuite, du coup, envoyer la requête au service B lui-même. Quel est l'intérêt de ça? L'intérêt, c'est de pouvoir déléguer beaucoup de choses à la plateforme. C'est-à-dire que si je veux sécuriser mes communications entre deux services dans Kubernetes, imaginons que je veux encrypter mes données, il va falloir que les deux services se mettent d'accord sur la façon de gérer l'encryption. Si je veux gérer, je sais pas, des retries ou des timeouts, c'est au niveau de mon application que je vais devoir coder ces fonctionnalités. Si je veux je sais pas, avoir des règles de sécurité, par exemple, je veux m'assurer que ce service A peut accéder au service B, mais un autre service ne peut pas y accéder, je vais demander à service A peut-être de m'envoyer un token JWT, et moi je vais le vérifier en tant que service B, et m'assurer que c'est bien service A qui m'envoie la requête. Tout ce genre de choses qui doivent être normalement mises en place dans le code applicatif. Quand on a un service mesh comme Istio, on va déléguer ça à la plateforme, parce que toutes ces requêtes sont interceptées par ce proxy.
L'encryption va être faite par le proxy, les règles de sécurité vont être gérées par le proxy, et ainsi de suite. Okay, donc, c'est très intéressant. Ça permet du coup d'enlever beaucoup de tâches au niveau de l'application elle-même, de déléguer ça à la plateforme et du coup, forcément, d'accélérer toute la partie développement applicatif et se focaliser sur la logique métier. Mais ça a aussi des avantages. Le premier désavantage, c'est l'overhead en termes de coût, puisque à chaque fois, je dois rajouter ce proxy dans chaque pod. Même si ça consomme relativement peu de RAM et de CPU, bah, si j'ai je sais pas, 200 pods dans mon cluster Kubernetes et que tout est dans le mesh, bon, bah, j'ai 200 proxys qui tournent quand même si chacun d'entre eux consomme peu de ressources, au final, ce n'est pas négligeable. Un autre aspect, c'est la partie performance. Ça ajoute une certaine latence, puisque j'ai ce proxy entre les deux. Alors, on ne parle pas de latence extraordinaire, on parle peut-être de 2 ou 3 millisecondes, ce qui est tout à fait tolérable pour 99% des services. Mais il y a toujours des services qui sont plus sensibles à la latence que d'autres. Il y a aussi des microservices qui sont enchaînés. Des fois, ça peut arriver que service A communique avec service B, qui communique avec service C, qui communique avec service D, et ainsi de suite. Donc forcément, plus j'ajoute de latence dans ces communications-là, plus j'ai un impact pour l'utilisateur final. Mais on va dire que ces deux aspects ne sont pas des vrais points bloquants. Si je fais un peu l'équilibre entre les bénéfices que j'ai et ces deux inconvénients. L'inconvénient le plus important, selon moi, c'est la complexité opérationnelle. C'est-à-dire que si j'ai un cluster qui a 200 pods, il va falloir, si je suis pas responsable de la plateforme, je veux mettre en place le mesh pour pouvoir standardiser toutes les communications, pour pouvoir les sécuriser, pour pouvoir avoir de l'observabilité. J'en ai pas parlé, c'est aussi un point important. Pouvoir récupérer les access logs de façon standardisée, les métriques, ainsi de suite. Mais il va falloir que j'aille discuter avec toutes les équipes applicatives pour leur dire de redémarrer leur pod, redémarrer leur déploiement pour que le sidecar soit injecté et qu'il fasse partie du mesh. Donc vous imaginez bien que selon les organisations, pour certaines c'est très facile parce qu'il y a une équipe plateforme qui est en charge des déploiements de tous les pods avec une abstraction. Pour d'autres équipes où chaque équipe applicative peut faire un peu comme elle veut et déployer ses propres ressources, ça peut être assez contraignant. Pareil, imaginons il y a un upgrade qui est nécessaire, bah, il va falloir que je redémarre à un moment donné tous ces pods pour qu'ils aient la nouvelle version de l'agent Istio, de l'Envoy et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, on va dire, cet aspect-là qui est un peu le plus gênant. Et si on peut se débarrasser de cet aspect, de ce point bloquant, ça va forcément faciliter l'adoption du service mesh. Parce que si je pouvais faire partie du mesh sans avoir à rien faire et sans avoir à discuter avec les équipes applicatives, forcément, ça rendrait la vie de tout le monde plus facile. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à peu près, je sais pas, en mai ou juin de l'année dernière, on a discuté avec Google et il s'est avéré qu'on avait le même projet, que ce soit côté Google ou côté Solo, de faire une évolution d'Istio permettant de ne pas avoir cet aspect sidecar, d'avoir une option supplémentaire. Du coup, on a joint nos forces et on a dédié des ingénieurs des deux côtés pour créer cette nouvelle mouture qui s'appelle Ambient Mesh. Et ensuite, on l'a donné à la communauté. Je crois que ça devait être en octobre ou en novembre, je ne me rappelle plus exactement. Et donc, du coup, suite à ça, il y a eu bien sûr beaucoup de travail pour continuer à faire évoluer le projet, hein, puisque c'est un projet qui n'est pas encore, on va dire, prêt pour la production. Mais on a atteint une étape très importante la semaine dernière où ça a été mergé dans le main d'Istio. Donc, c'est-à-dire que maintenant, ce n'est plus une branche à part, ça fait partie de la branche principale d'Istio. Et donc, dans la version 1.18, vous aurez déjà pour la première fois Ambient Mesh comme une option dans Istio. Ça ne veut pas dire que ce sera encore production ready, il y a encore des choses à travailler, mais on va dire qu'on est peut-être dans les 6 mois, moins de 6 mois, on peut imaginer facilement avoir des utilisations en production pour Ambient Mesh. Donc l'idée d'Ambient Mesh, et je ne sais pas si vous avez ceux qui ont suivi un peu l'évolution du service mesh en général, vous avez peut-être vu, hein, il y a eu certains services mesh qui ont commencé avec des sidecars, qui sont partis sans sidecar, il y en a qui sont partis sans sidecar, qui ont finalement eu des sidecars et ainsi de suite. Il y a eu un peu tous les modèles possibles, on va dire.
Mais aujourd'hui, on va dire que la plupart des services mesh sont basés sur du sidecar. Et donc là, l'idée, c'est de changer cette approche, mais pas forcément de révolutionner. C'est-à-dire que ce n'est pas un nouvel Istio. C'est le même Istio et je peux avoir un namespace qui va avoir des sidecars et un namespace qui n'en aura pas. Quand on sera dans ce mode ambient, donc on a un namespace qui est en mode ambient par exemple, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un proxy qui va être déployé comme un daemon set. Donc on aura une instance de ce proxy sur chaque nœud. Et ce proxy, lui, il va être responsable de tout ce qui est niveau 4. Donc tout ce qui est au niveau TCP, pour faire simple. Ça veut dire faire l'encryption entre les services avec du mutual TLS. Ça veut dire faire des autorisations au niveau 4. Par exemple, service A peut parler avec service B, mais pas avec service C. Si je veux dire service A peut envoyer une requête get à service B, mais ne peut pas envoyer une requête delete à service B, là c'est plus du niveau 4, c'est du niveau 7. Donc juste pour essayer de rétablir, de bien expliquer la différence. Donc si je veux faire du niveau 4, si je veux faire de MTLS, ce proxy va être en charge de ces opérations-là. Donc du coup, quand on va labeller un namespace pour qu'il fasse partie de ce mode ambient, automatiquement, on va rediriger les flux du pod vers ce proxy qui tourne localement, puisque c'est un daemon set. Et si le pod de cible il est dans un autre nœud, bah, ça va avoir cette communication encryptée avec Mutual TLS, et j'en reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure de la façon dont ça fonctionne, avec le proxy du nœud correspondant qui va lui rediriger la requête du coup au pod cible. Donc l'intérêt de ça, c'est de pouvoir gérer tout cet aspect encryption, L4, ainsi de suite, sans avoir à injecter le sidecar et du coup sans avoir à redémarrer quoi que ce soit. Je labelle mon namespace, automatiquement mes pods font partie du mesh et toutes ces communications sont sécurisées, toutes ces règles de sécurité au niveau L4 sont appliquées et ainsi de suite. Donc ce proxy, quand on a démarré le projet, on avait utilisé Envoy parce que c'était plus un mode un peu prototype quand on avait lancé le projet au début, mais on l'a réécrit avec Google en Rust en fait. Donc ça veut dire que c'est un proxy qui est hyper spécialisé, il ne fait pas grand-chose, tout ce qu'il fait c'est du L4, du MTLS. Et pourquoi pourquoi on a pris cette décision? Parce qu'en fait, un proxy comme Envoy fait beaucoup de choses, et donc forcément on a plus d'overhead quand on utilise un proxy de ce type que quand on utilise un proxy qui n'a que 2 ou 3 fonctionnalités. Et pareil, on se prémunit des potentielles vulnérabilités. Par exemple, si vous regardez aujourd'hui les vulnérabilités qui sont découvertes sur Envoy, c'est 99,9% des cas, c'est des fonctionnalités level 7 très complexes, etc. Tout ce qui est très simple comme du MTLS ou du routage basique, il n'y a jamais de... Enfin, ouais, c'est très simple. Et ça ne génère quasiment jamais de vulnérabilité. Donc vraiment avoir un proxy spécialisé qui va vraiment faire ces tâches-là de façon hyper performante et hyper sécurisée. Mais bien sûr, je ne veux pas perdre mes fonctionnalités L7 que j'ai dans Istio, parce que c'est quand même le but d'Istio, c'est aussi de pouvoir faire, par exemple, des fonctionnalités L7 comme... je veux faire du canary déploiement où je veux envoyer 90% de mes requêtes où je veux envoyer toutes mes requêtes à version 1, mais si j'ai un header spécial, bêta égale true, alors je veux l'envoyer au V2 par exemple, pour pouvoir avoir certains de mes utilisateurs qui sont dirigés vers ma V2, mais les autres utilisateurs sont toujours dans la V1. Tout ce qui est retry, tout ce qui est timeout, toutes ces fonctionnalités qui nécessitent d'avoir un niveau 7, on va les gérer avec un proxy L7 qui, lui, est toujours basé sur Envoy, bien sûr, puisque toute la technologie, tout ce qui a été créé depuis des années avec Istio, c'est intéressant de garder tout cet aspect-là, puisque ça prend des années à créer un control plane qui est capable de scaler, qui est capable de gérer tous les conflits possibles quand j'ai des configurations qui se combinent entre elles et ainsi de suite. Donc l'idée, c'est un proxy L4 par nœud qui tourne comme un daemon set, qui est basé sur Rust, et un proxy L7 qui est basé sur Envoy. Et là, l'idée, c'est d'avoir un proxy par identité. Donc, c'est quoi une identité dans Kubernetes? C'est un service account. Donc, si vous déployez, je sais pas, 10 déploiements dans un namespace et que vous faites rien de spécial,
vous allez avoir un service account pour ce namespace. Si vous déployez 10 déploiements, vous pouvez aussi décider que chaque déploiement a un service account différent. Donc ça, c'est vraiment selon vos choix. Mais au final, les proxys L7 ne vont pas partager les identités. Et ça, c'est un point très important. On aurait très bien pu, et ça aurait été beaucoup plus facile en termes d'ingénierie, d'avoir un seul proxy L7 par nœud. Ça aurait été très simple à mettre en place. Mais c'est une très mauvaise idée en termes de sécurité et en termes de ce qu'on appelle le noisy neighborhood. C'est l'impact que peut avoir une mauvaise configuration sur du L7 à un autre flux, en fait. Donc là, vraiment, l'idée avec ce proxy par service account, c'est d'être capable d'avoir le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire d'avoir toutes les fonctionnalités L7, de ne pas avoir autant de proxys que de pods, mais de ne pas avoir du tout toutes les problématiques de sécurité qui peuvent apparaître si je partage un même proxy Envoy entre tous les pods d'un cluster ou d'un nœud. Donc l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est d'avoir de la flexibilité. Hein. C'est pas un nouveau Istio, hein, c'est juste un mode supplémentaire, une option supplémentaire qui permet d'avoir du coup certains pods avec des sidecars. Pourquoi pas s'il y a des cas spécifiques. Peut-être que même si l'encryption entre les nœuds est normalement suffisante, puisque ce que veulent les gens, c'est que ce soit encrypté quand ça sort de la machine, hein, quand ça sort de la machine virtuelle ou de la machine physique, il y a toujours quand même, ça peut être des fois un débat un peu philosophique où certaines personnes vont dire bah non, moi je veux que ce soit encrypté dès que je quitte le pod, en fait, dans le namespace du pod. En fait. Donc cette fonctionnalité existe toujours. Si vous voulez faire du sidecar, il n'y a aucun souci. Donc la façon dont ça fonctionne, je vous ai dit, il y a le proxy L4, on l'appelle zTunnel. Donc vous verrez, c'est un daemon set qui s'appelle zTunnel, et c'est lui du coup qui va gérer l'encryption entre les nœuds, et il va s'appuyer sur un protocole très intéressant qui s'appelle Edgebone, qui est un protocole qui est au-dessus de HTTP2. Vous avez peut-être lu des choses sur un protocole qui s'appelle Quick ou ce genre de choses, tout ça c'est la même chose en fait, c'est les mêmes évolutions. Et en fait c'est hyper intéressant, ça permet de faire de l'encapsulation de plusieurs flux avec des identités différentes en gardant l'identité, mais en réutilisant la même connexion HTTP2 en fait. Donc du coup c'est hyper performant, mais en même temps ça permet de propager l'identité, c'est-à-dire que du coup quand le zTunnel du nœud 1 veut envoyer une requête pour le service A vers le service B, quand la requête arrive dans le proxy zTunnel qui correspond au nœud du service B, il va avoir l'identité qui va être préservée du service A et on va pouvoir du coup appliquer toutes les règles comme on les applique en général avec les sidecars. Donc maintenant, c'est fini pour les slides et on a tout le temps restant pour de la démo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait déjà? Pour l'instant, j'ai juste déployé un cluster, donc j'ai rien de spécial. Et je vais commencer par déployer Istio. Et ce qui est intéressant, comme je vous l'ai dit, au début, quand j'ai créé ma démo, je le faisais avec une version d'Istio que je devais compiler localement. Mais maintenant qu'on a ça qui a été mergé dans la partie main et qu'on a eu la première alpha de la version 1.18 d'Istio, je peux vous faire la démo directement avec une release qui est publiquement disponible. Et donc, du coup, vous pouvez faire la même chose sur votre environnement si vous souhaitez. Pour ceux qui connaissent Istio, il y a plein de façons d'installer Istio. On peut le faire via Helm, on peut le faire via un opérateur et on peut le faire via une commande istio-ctl. Et là, vous voyez que j'ai utilisé la dernière approche. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est la seule différence avec une installation normale, c'est que j'ai indiqué le profil ambient. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de sidecar, et vous allez voir tout à l'heure, on va le faire. Mais ça veut dire que j'ai activé cette fonctionnalité ambient dans mon déploiement. Et on peut voir que ça a déployé le zTunnel ici. Si je regarde mes pods, on va voir que j'ai un daemon set CNI qui, lui, va être responsable de faire la redirection des requêtes du pod vers le zTunnel. Et le zTunnel qui est ce proxy L4 qui permet de sécuriser les communications avec MTLS et d'avoir toutes les fonctionnalités L4. Donc ensuite, je vais juste
lancer cette commande qui permet de déployer la partie Gateway API. Pas très intéressant cette partie, on peut passer rapidement. Ensuite, je vais déployer un service. Donc on le voit, je vais déployer quelques services en fait. Je vais avoir un client qui est juste un pod sleep qui va appeler un service web API qui lui-même appelle un service recommandation, qui lui-même appelle un service purchase history. L'idée étant d'avoir ces services qui tournent sur différents pods, et en fait j'ai même des règles d'affinité qui sont définies, ce qui fait que par exemple le web API il est sur le worker 3, le sleep est aussi sur le worker 3, mais les deux autres sont sur le worker 2, donc ça me permet d'avoir à la fois des communications qui sont sur le même nœud et des communications qui sont sur des nœuds différents. Donc là, je peux lancer ça, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt, parce que pour l'instant, je n'ai pas du tout de mesh dans l'histoire. Mais on peut juste voir ce qu'on s'attend à avoir comme réponse quand on utilise cette application. On a le premier service Web API qui appelle le service recommandation, qui appelle le service purchase history. Donc si tout fonctionne, je dois avoir des réponses 200 partout jusqu'au niveau de la purchase history. Donc maintenant, on va pouvoir commencer à faire des choses plus intéressantes. Première chose, on va exposer le service via la gateway Istio. Donc pareil, je vais faire exactement la même chose. Pour l'instant, mon service n'est pas dans le mesh. Je n'ai pas besoin que le service soit dans le mesh pour pouvoir l'exposer via la gateway Istio. Mais maintenant, je vais pouvoir accéder à mon service via la gateway. Et donc, dans les moments suivants, on va maintenant ajouter ces services au mesh. Et donc, pour faire ça, avant, ce que j'aurais dû faire avec l'option Sidecar, j'aurais dû labeller le namespace ou le déploiement et redémarrer du coup mes pods pour que ce Sidecar soit ajouté. Et d'ailleurs, si je regarde avec un kgetpods, ici, on voit que j'ai un seul container qui tourne dans mon pod. Si j'avais été dans un mode standard Istio, j'aurais redémarré tout ça et j'aurais eu un deuxième container qui aurait été ajouté. Donc j'aurais eu 2/2 à la place de 1/1. Et là, on voit que j'ai une nouvelle annotation où je dis je veux ajouter le label Istio data plane mode égale ambient. Donc quand je fais ça, ça y est, je suis dans le mesh. Ouais, j'ai rien fait, j'ai rien changé, j'ai pas redémarré mes pods et ainsi de suite. Mais ça y est, je suis dans le mesh. Et je peux le voir de plusieurs façons. Je peux regarder les logs du daemonset CNI, comme j'ai expliqué tout à l'heure, qui ajoute toutes les routes pour que la redirection ait lieu entre mon pod et mon proxy. Et ensuite, donc là, on est dans ce mode-là. Hein. Donc le client qui est sur un... Après, là, c'est pas forcément, ça reflète pas exactement le diagramme que je vous ai montré. Hein. Le client et le Web API sont dans le même nœud de mémoire de ce qu'on a vu. Et les deux autres sont dans le nœud différent. Mais vous avez l'idée où la communication, quand c'est des nœuds différents, est encryptée via les e-tunnels. Même quand c'est dans le même client, ça passe quand même par le proxy du nœud pour pouvoir appliquer des règles de sécurité. Par exemple, si je dis service A peut parler à service B mais ne peut pas parler à service C, même si service A et B sont dans le même nœud, il faut que je puisse vérifier si c'est autorisé. Donc à chaque fois, cette communication est interceptée par le proxy local. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais générer un peu de trafic juste pour m'assurer que voilà, j'ai eu des communications qui ont eu lieu à travers ce proxy. Et si je regarde les logs du proxy zTunnel, on peut voir toutes les requêtes qui ont été interceptées en inbound, outbound et ainsi de suite. Okay, et on voit bien que je n'ai pas autant de requêtes que le nombre que j'ai envoyé, parce que je crois que j'en ai envoyé une centaine, parce que, comme je vous disais, c'est du HTTP2 et en fait, il va réutiliser les mêmes connexions. Et donc, du coup, il va avoir un impact aussi en termes de latence et ainsi de suite qui va être très faible. Donc ça, c'est vraiment l'exemple de base. Maintenant, on peut voir, en plus d'avoir intercepté ces requêtes, on peut voir aussi comment on peut appliquer des autorisations. Donc dans Istio, on a cette notion d'autorization policy. Et on voit ici
quand on a cette spec empty, ça veut dire que j'autorise rien en fait. C'est-à-dire que maintenant, par défaut, aucune communication n'est autorisée dans le namespace test. Donc si maintenant j'essaye d'envoyer cette requête ici, on va voir, là voilà, c'est déconnecté. Quoi. Encore une fois, on est à level 4 là. Tout à l'heure, je vous montrerai sur du level 7. Level 4, c'est TCP. J'ai pas réussi à me connecter. Le paquet a été, c'est un drop du paquet. C'est ce qu'on peut faire avec ce niveau-là. Si je fais du niveau 7, comme on le fera tout à l'heure, bah, je peux avoir une réponse 403 qui me dit que c'est pas autorisé et je sais que derrière, la problématique est différente. Quoi. Là c'est pas forcément facile de se rendre compte que c'est un problème d'autorisation. Donc après, je peux appliquer des autorisations. Par exemple, je peux dire, je veux que pour accéder au service Web API, il faut que je sois soit le service sleep, soit l'identité de la gateway. Okay. Si je veux accéder au recommendation service, il faut que ce soit le service Web API. Donc là, je vais être vraiment niveau granulaire, je vais dire quel service peut parler avec quel service. Donc ça, je vais appliquer ces règles-là. Et du coup, avec ces règles, j'aurai assez d'autorisation en place pour que ma communication précédente fonctionne. Là, on voit bien que tous mes différents pods peuvent communiquer ensemble puisque j'ai mis en place toutes les règles qui étaient nécessaires. Et si j'essaye d'y accéder, par exemple, de cet autre pod, pour lequel je n'ai pas eu de règle, bah pareil, je vais toujours avoir cette connexion qui va être refusée. Donc ça, c'est au niveau L4. Comme je disais, si je veux faire du niveau L7, il va falloir que j'ai ce proxy qui est spécialisé pour la partie L7 et qui va être déployé pour un service account précis. Donc là, on va dire, je veux déployer ce proxy pour le service account Web API. Donc du coup, je vais créer ce proxy ici. Et on voit maintenant que j'ai un nouveau service, un nouveau pod qui a été déployé ici, qui s'appelle Waypoint. Et c'est lui qui va être en charge de toute la partie L7. Et donc si je change mon authorization policy, et là on voit mon autorisation, là j'ai ajouté l'option get. Ça veut dire que ce n'est pas seulement que je veux m'assurer qu'un service peut parler avec un autre service, c'est ce service peut parler au service cible, mais peut seulement lui envoyer un get. Donc ça c'est ce qu'on appelle du niveau 7. Okay, on ne peut pas le faire avec le niveau 4. Et du coup, si j'essaie d'accéder à mon API, encore une fois, ça a fonctionné parce que par défaut, c'est un get qui va être envoyé. Mais si j'essayais d'envoyer un delete, on voit que j'ai une réponse Airbag Access Denied. Si je regarde par exemple le code d'erreur, on voit 403. Donc on voit que c'est bien une erreur, un code retour HTTP. Et donc ça me permet de savoir, d'être plus granulaire en termes de ce que j'autorise. Mais en plus, ça me permet d'avoir aussi un code retour pour l'utilisateur qui est plus clair sur la raison pour laquelle la requête n'a pas pu aboutir. On va aussi avoir de l'observabilité à différents niveaux. Maintenant que j'ai déployé mon proxy level 7, je vais avoir de l'observabilité aussi au niveau 7. Donc qu'est-ce que c'est de l'observabilité au niveau 7? C'est être capable de savoir que j'ai tant de requêtes qui, dans la dernière minute par exemple, ont eu un code retour 500, j'ai eu tant de requêtes qui ont eu un code retour 200 pour des méthodes post, pour des méthodes get, etc. Donc c'est vraiment toute la granularité que l'on va obtenir au niveau 7 versus de la granularité qu'on aurait au niveau 4 qui serait voilà le nombre de communications qui ont fonctionné ou qui n'ont pas fonctionné entre tel service et tel service. Avec du niveau 7, on peut faire aussi des choses intéressantes comme ajouter des délais, gérer les timeouts, gérer du routage avec des chemins spécifiques, ainsi de suite. Là, je vais vous donner un exemple très simple. Je vais ajouter un délai de 5 secondes
dans toutes mes requêtes qui vont être envoyées au service Web API. Donc là, si je fais la même requête que j'ai fait avant, mais encore une fois, je l'ai appliquée seulement aux requêtes qui ont ce header. Okay, si la requête n'a pas le header, elle ne va pas être concernée par cette règle. Donc du coup, si j'ai ce header, on voit que là, ça va fonctionner, mais je vais avoir ces 5 secondes de délai. Si par contre, je n'ai pas ce header, c'est instantané. Okay, donc c'est vraiment avoir... c'est juste des exemples, en fait, des fonctionnalités Istio niveau 7, il y en a, je pourrais en parler pendant des heures. L'idée, c'est de pouvoir avoir accès à toute cette maturité Istio, toutes ces fonctionnalités qui font partie du service mesh, et de pouvoir y avoir accès sans avoir de sidecar. Un autre exemple, c'est la partie traffic shifting, hein, qui est un cas d'usage très très courant d'Istio, où là je vais déployer un nouveau proxy niveau 7, et ce proxy va être pour la partie purchase history, et je vais appliquer mon autorisation aussi à ce niveau-là, et je vais finalement pouvoir avoir ce... Alors ça, c'est juste un canary très simple, où je vais faire 90% vers la V1 et 10% vers la V2. Ce n'est pas forcément l'exemple le plus intéressant. En général, on utilise ce que j'ai montré avant, c'est-à-dire, par exemple, si j'ai un header bêta, je vais l'envoyer vers la V2. S'il n'a pas le header, je ne vais pas l'envoyer. On peut récupérer ce header depuis un token JOT, extraire un claim, créer ce header. Enfin, il y a beaucoup de choses beaucoup plus intéressantes à faire que cet exemple tout simple que je montre là. Mais bon, ça va vous donner l'idée que si maintenant j'envoie des requêtes, ce ne sera pas exactement 90%, parce que le but, c'est de le faire à plus grande échelle si je veux tomber sur le chiffre exact, on va dire. Mais ça vous donne l'idée que la plupart des requêtes sont envoyées vers la V1. Donc ça, c'est la partie standard ambiante, quoi. Donc il y a pas beaucoup de choses qui sont déjà implémentées, comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas encore implémentées, hein. On travaille encore beaucoup avec Google sur le sujet, que ce soit le support complet des service entry, le support complet du multi-cluster, ainsi de suite. Donc c'est des choses qui évoluent beaucoup, et on a beaucoup de travail sur le sujet. Mais je voulais aussi vous montrer qu'on peut avoir de l'interopérabilité avec Istio qui fonctionne avec des sidecars, en fait. Ce n'est pas forcément un versus l'autre, quoi. Ça peut être l'un et l'autre. Ça permet aussi, pour ceux qui utilisent déjà Istio avec des sidecars, de pouvoir, dans le futur, migrer vers la partie ambient sans avoir d'impact. Donc ici, vous voyez, j'ai créé un nouveau namespace HTTP bin, et cette fois-ci, j'ai utilisé le label standard Istio, ce que connaît tout le monde, qui s'appelle Istio Injection Enabled, et celui-là, il va automatiquement informer Istio que je veux injecter le sidecar. Donc quand je crée mon déploiement, je n'ai pas d'informations sur mon sidecar, hein, c'est juste parce que j'ai le label que je vais avoir ce sidecar de déployer. Et du coup, il est... Où est-ce que je l'ai mis? Au début, et vous voyez ici, 2/2, ça veut dire que j'ai mes deux containers dans le pod. Le container qui correspond à mon application et le container qui correspond au proxy Envoy. Et maintenant, si j'envoie ma requête du pod sleep qui, lui, est dans ambient, et que je l'envoie au sidecar, donc à l'autre qui est dans le mesh via le sidecar, je vais avoir une communication avec l'encryption qui va avoir lieu entre mon sidecar et mon proxy L4, et ensuite du proxy L4 à l'autre proxy L4, et ainsi de suite. Et donc je vais avoir cette interopérabilité entre les différents composants. Donc c'était pour la partie démo. Ce que vous avez vu là, c'est un workshop. Vous pouvez, si vous voulez faire la même chose que j'ai fait là, mais vous-même, et puis jouer un peu autour du truc, n'hésitez pas. Ça fait partie de ce qu'on appelle Solo Academy. Vous avez beaucoup de workshops gratuits que vous pouvez accéder et qui vous permettent de vous former sur pas mal de technos différentes. Et donc il y en a un qui est celui que j'ai fait là, qui s'appelle Istio Ambient Mesh. Et bien sûr,
on travaille, on est un des grands contributeurs du projet Istio, mais on a aussi notre solution Glue Platform qui s'appuie sur Istio pour pouvoir simplifier l'utilisation d'Istio via une API qui fournit toute la partie multi-tenancy, qui simplifie beaucoup les différentes opérations, qui permet de gérer le multi-cluster de façon très simple. Les pods de différents clusters, quelle que soit la topologie réseau et ainsi de suite, peuvent communiquer ensemble comme si c'était dans le même cluster. On a tout un aspect gateway aussi, où en fait on transforme la gateway Istio pour avoir toutes les fonctionnalités d'une API Gateway Enterprise. Par exemple, je peux authentifier un utilisateur avec un workflow IDC, appliquer une autorisation avec du code Rego, hein, pour ceux qui connaissent OPA. Je peux ensuite valider le JOT que j'ai obtenu, extraire un claim pour créer un nouveau header. Ce header, le transformer, par exemple, si c'est un claim utilisateur avec son mail, je peux après avoir une transformation et prendre que le nom de domaine du mail pour avoir un nouveau header organisation. Et je peux ensuite l'utiliser pour appliquer du rate limiting, par exemple. Donc on a toutes ces fonctionnalités que l'on ajoute au-dessus d'Istio. Et on a aussi déjà bien travaillé sur le support de Ambient pour que ce soit transparent. Et qu'en fait, toutes les policies qu'on va déployer dans la plateforme vont être automatiquement fonctionner de la même manière que ce soit sur des sidecars ou sur Ambient. Je vous ai montré, par exemple, vous avez vu, on a déployé le proxy L7 parce qu'on savait qu'on devait faire du L7. Mais en fait, avec la plateforme, si je fais une policy L7, automatiquement, la plateforme va détecter qu'il n'y a pas de proxy L7 et va automatiquement le déployer et va le faire de façon optimisée en le déployant au bon endroit et ainsi de suite. On a pas mal d'autres choses aussi qui sont dans la plateforme. Par exemple, la redirection qui a lieu dans la version open source d'Ambient Mesh avec iptables, on l'a fait avec eBPF. L'observabilité niveau L7, on peut la faire sans avoir le proxy waypoint. Voilà, on a pas mal de fonctionnalités en plus. Donc n'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez en discuter. Et sur ce, je vous remercie. Il nous reste 5 ou 6 minutes facilement si vous avez des questions. Et je vois qu'il y a une question là. Merci. Je ne sais pas si on a un micro pour... Il y avait une question là-bas d'abord. Ah. Il est là. Ah, il faut venir ici. Parfait. Si vous... Ouais, c'est ça. Je crois que surtout que c'est enregistré, donc c'est pour que les gens qui regardent le... Oui, bonjour, c'était pour savoir comment Istio Ambient Mesh gérait les mécanismes de retry dans le cas où le proxy tombe, le proxy niveau 4, parce que ça, par rapport au risque de perdre le trafic de tout un meuble. En fait, le proxy, la partie retry, elle est gérée par les proxys niveau 7, parce qu'il faut avoir un état, en fait, une gestion de l'état. Et donc, du coup, tout ça, c'est fait au niveau du proxy niveau 7. Le proxy niveau 7, en fait, on peut décider de comment on veut le scaler. En fait, on peut avoir deux proxys niveau 7. Par exemple, si j'ai un service account qui est utilisé par 10 réplicas ou 10 pods, je peux avoir peut-être 2 réplicas pour mon niveau 7. Cela dit, ça ne change pas la question qui est que se passe-t-il si je perds mon proxy niveau 4 ? En fait, c'est toujours un peu la même problématique que si je perds mon cube DNS ou mon cube proxy ou mon voilà. Si je perds un nœud, en fait, ça impacte le nœud, mais du coup, ça va pas impacter les autres. En fait, c'est un peu toujours la même problématique au niveau Kubernetes. D'où l'idée d'avoir, par contre, un proxy qui doit être très reliable, très stable, on va dire. Et du coup, le fait d'avoir un proxy comme celui-là en Rust, qui est développé pour faire seulement 2 fonctions ou 3 fonctions très très bien, fait qu'il ne va jamais y avoir de problèmes qui vont être inhérents à ce proxy lui-même, en fait, parce qu'il fait des choses très simples. Si c'était un proxy complet avec beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on n'utilise pas forcément dans ce cas-là, mais qui serait là, il y aurait plus de risques que le proxy soit instable. Donc en fait, le seul risque on va dire, je ne dis pas quand c'est en alpha, il y aura peut-être quelques problèmes, mais très rapidement, ça va être très stable de par sa simplicité. Du coup, le seul risque de le perdre, ça va être quand je perds le nœud, mais si je perds le nœud, de toute façon, je perds les pods qui sont gérés par ce proxy. D'accord, merci. Il y a des questions, je ne sais pas dans quel ordre.
Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais juste une question. Ce matin, on a une présentation sur eBPF. Je voulais savoir comment ça se positionnait, parce qu'on sent que c'est un peu une alternative, enfin, que voilà, c'est un domaine connexe. Et ce matin, pendant la présentation, ils l'ont brièvement évoqué. Ils ont évoqué la possibilité, justement, qu'on ait un load balancer niveau 4, codé en eBPF, dans un environnement service mesh. Donc voilà. eBPF est une technologie super intéressante pour tout ce qui est niveau 3 et 4 en fait. Par exemple, on a déjà dans notre plateforme avec les sidecars, on a ce qu'on appelle la eBPF Acceleration, où en fait on peut rediriger directement quand le container de l'application parle au proxy du même pod. Normalement ça passe par toute la couche TCP. On utilise eBPF par exemple pour faire de la redirection et pour accélérer ça. Pareil, là je vous disais dans la version open source d'Ambient Mesh, la redirection est faite via iptables, qui n'est pas la technologie la plus performante pour ça. Nous, on a une version qui utilise eBPF pour ça. Donc eBPF pour faire de la redirection, même pour faire d'autres choses niveau 4. Par exemple, les autorisations qu'on applique actuellement dans le proxy Rust, on pourrait très bien le faire en eBPF. Mais par contre, le MTLS, non. Donc là, c'est là où, en fait, de toute façon, comme on a besoin d'un proxy pour faire ce MTLS avec Hbone et de le faire avec la propagation d'identité, la gestion, etc., bon, voilà, autant lui faire aussi l'autorisation, parce que c'est l'autre chose qu'on fait au niveau 4. Par contre, tout ce qui est niveau 7, ce ne sera jamais eBPF. Donc, en fait, quoi qu'il arrive, il faut Envoy. Maintenant, il y a des débats. Est-ce qu'on utilise un Envoy par nœud? On aurait pu faire ça. On est parti d'une feuille blanche. Honnêtement, ça aurait été plus facile à développer d'avoir un proxy Envoy par nœud. Si on ne l'a pas fait, c'est parce qu'on a des bonnes connaissances Envoy depuis des années dans le projet Istio et puis chez nous aussi avec Solo où on travaille sur Envoy depuis très longtemps. Et c'est une très mauvaise idée de partager un proxy Envoy pour plusieurs identités L7, que ce soit pour des raisons de noisy neighborhood, que ce soit pour des raisons de sécurité, comme j'expliquais tout à l'heure, de potentielles vulnérabilités qui peuvent impacter les communications, et ainsi de suite. Donc du coup, on a essayé de prendre le meilleur des deux mondes. eBPF pour rediriger de façon très efficace les flux entre le pod et le proxy L4. Le proxy L4, très très lightweight, qui va permettre de faire vraiment spécialiser dans cette communication MTLS, nouvelle génération, Hbone, etc. Et Envoy, bien sûr, avec toutes ces fonctionnalités pour la partie L7. Et en plus, toutes les années et années de développement qu'il y a eu sur Istio pour être capable de gérer des configurations L7 complexes avec toute la gestion de conflits, etc., la scalabilité, ainsi de suite. Donc en fait, on pense qu'on est arrivé à un très bon équilibre dans l'utilisation de ces différentes technologies. Super presse, merci. J'ai appris plein de trucs. Du coup, si j'ai bien compris, il y a une dépendance envers la Gateway API de Kubernetes. Du coup, son utilisation est obligatoire? Non, en fait, et d'ailleurs nous on ne l'utilise pas dans notre intégration Glue, en fait. La Gateway, en fait, pour ceux qui connaissent bien Istio, en fait, il y a ce qu'on appelle une config map qui a toute la partie injection, en fait, et qui définit... en fait, il y a un webhook, à chaque fois que j'ai un déploiement qui se fait, automatiquement, s'il a ce label, alors je vais ajouter le sidecar par rapport à cette config map, en fait. Et en fait, ça fonctionne pareil avec la partie L7, c'est qu'en fait, j'ai un injecteur qui détecte qu'il y a une gateway et qui utilise la config map pour créer le déploiement qui correspond. Et en fait, le déploiement va avoir lieu n'importe où. Et nous, on a décidé que plutôt que de faire ça, on trouve ça mieux de directement créer le déploiement de nous-mêmes. Donc en fait, dans Glue, quand on va déployer une policy qui a du niveau 7, il va automatiquement savoir qu'il faut un proxy L7. Et en plus, il va se dire, tiens, si mon pod target il est tout seul, je vais le déployer sur ce nœud-là, en fait. Donc en fait, c'est complètement optionnel d'avoir la partie gateway. On peut déployer tout simplement avec un déploiement standard, en fait. Et du coup, comment est-ce qu'on gère la colocalisation entre le proxy L7 et du coup les applications? Alors, par défaut, pour l'instant, encore une fois, c'est une version alpha, pour l'instant, il n'y a pas de cette gestion-là. C'est-à-dire que dans l'API, on ne peut pas indiquer pour l'instant je veux faire la colocation. Après, il y a des débats aussi philosophiques. On ne choisit pas tout seul, il y a une communauté, etc. Certains pensent que de toute façon, un pod ne devrait pas être tout seul.
Donc à partir du moment où un pod n'est pas tout seul, s'il en a au moins 2, 3 ou 4 réplicas, bon alors après, où est-ce que je choisis? Ça c'est un premier débat. Deuxième débat, c'est est-ce que ça a vraiment de l'importance? C'est-à-dire que si le coût de mon trajet avec mes deux L4 est très très faible, parce que encore une fois, j'ai optimisé ça, j'ai du HTTP2, ainsi de suite. En tant qu'humain, c'est choquant de se dire que j'ai un service A sur un E1 qui va aller parler à un proxy sur un E2, qui va aller parler à un pod sur un E3. Mais en vrai, si ça rajoute 1 milliseconde, pour la plupart des gens, ça suffira. Et puis ceux pour qui ça suffira pas, peut-être qu'ils feront le déploiement. Mais après, voilà, encore une fois, c'est une version alpha. Je serais très étonné si d'ici quelques mois, il n'y a pas plusieurs requêtes ou plusieurs issues dans GitHub qui disent je veux cette option de colocation et que ça arrive tout simplement dans le projet. Oui, en fait, je comprends mieux parce que vu que le proxy L4 s'occupe du MTLS, en fait, la colocation, on s'en fiche presque. Un peu. Ok, très clair. Merci. Merci pour la prise. Ah, c'est la dernière question, désolé, mais après, n'hésitez pas à venir sur le stand là-haut. Je remonterai, comme ça on pourra continuer les discussions. Merci pour la presse. Juste pour comprendre, du coup, le proxy niveau 7, c'est un démon 7, du coup, ça sera... Non, c'est pas un daemon 7. Lui, le niveau 7, c'est vraiment pour chaque service account, je vais déployer ce proxy. Je peux dire j'en veux un réplica ou 2 réplicas ou ce que je veux. Et en fait, il va être déployé comme un déploiement. D'accord. Et en fait, à partir du moment où il est déployé, les règles du proxy L4 vont être mises à jour pour que le proxy L4, au lieu d'envoyer la requête directement au pod cible, il va l'envoyer à ce déploiement qui, lui, va être programmé pour l'envoyer au pod cible. Écoute, c'est très clair. Et du coup, moi, là, il y a un monde existant et dans le futur, ça va aller a priori vers ça. Et en fait, je voulais savoir, c'est que, a priori, aujourd'hui, ce que je comprends, il y a un choix pour partir vers ça ou non. En fait, il n'y a pas de choix à faire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, au lieu de dire on arrête les sidecars et on fait autre chose, non, c'est on rajoute une fonctionnalité en plus. On a tous les sidecars, tout continue comme c'est, mais en plus, on a cette option. Maintenant, c'est les gens choisissent. Les gens qui ont du sidecar et qui sont contents avec le sidecar, c'est très bien. Une personne qui a peut-être pas adopté Istio parce qu'elle était un peu vraiment allergique au sidecar, bah, au moins, elle va avoir cette possibilité d'adopter Istio demain. Donc, ça va faciliter l'adoption d'Istio. Mais ce n'est pas un choix à faire entre sidecar ou pas sidecar. C'est vraiment, ça peut même être une application qui va décider que je sais pas, le groupe applicatif dit que non, les sidecars, ils trouvent ça beaucoup plus secure. Pour des raisons, encore une fois, qui peuvent se débattre. Ouais. Et une autre équipe qui va dire non, moi, je ne veux pas de sidecar et je veux au contraire les fonctionnalités sans le sidecar. Voilà, les deux applications vont être contentes. Elles vont utiliser la même solution et tout fonctionnera merveilleusement ensemble. C'est bon, tu as répondu à toutes mes questions. Merci. Super, merci beaucoup.